Aujourd'hui, je vous montre comment faire des photos d'insectes en macrophotographie. Tout qu'un défi. On va commencer avec la portion matérielle, puis attelez vos bretelles parce que on va faire vraiment un tour exhaustif de ce que ça prend pour réaliser ces images-là. Alors, ça ne durera pas 2 minutes. Ensuite, restez avec moi parce que je vais vous amener sur le terrain pour voir. On va mettre en application, on va utiliser les équipements dont on va avoir parlé dans le premier volet, puis dans le deuxième volet, on va les utiliser sur le terrain pour faire des photos d'insectes. Je vais vous donner mes trucs, puis on va voir la différence entre photos en lumière artificielle, photos en lumière naturelle. Et je vous conseille aussi de vous abonner tout de suite à ma chaîne parce que dans les prochains jours, je vais avoir aussi une vidéo sur la photo pour les colibris. Alors, on se revoit dans quelques instants à l'intérieur parce que les photos, on va les faire sur le terrain chez nous. Ça va être plus simple que d'aller à l'autre bout. Fait que on rentre à l'intérieur, on fait le volet matériel, puis on revient après ça dans mes aménagements floraux. À tout de suite. Avant d'aller jouer sur le terrain, on va regarder ce dont on pourrait avoir de besoin pour faire les photos qu'on veut faire, pour faire de la macro d'insectes, qui est probablement, en macrophotographie, c'est probablement les sujets les plus difficiles. Hein. Si vous commencez en macrophotographie, je vous conseillerais de débuter, de commencer en vous pratiquant avec des fleurs, parce que les insectes, pas tous, mais la plupart, ils bougent quand même beaucoup. C'est très difficile de placer le focus au bon endroit. Hein. C'est tout petit. Là. De la macro, on peut faire ça avec des amphibiens. Mais les amphibiens, bon, c'est quand même beaucoup plus gros. Donc, placer le focus sur les yeux d'un amphibien, ça va être beaucoup plus facile que placer le focus sur les yeux d'un insecte. Grosso modo, je dirais, plus c'est tôt le matin, plus c'est facile parce que les insectes, évidemment, hein, c'est des animaux dits à sang froid. Donc, le matin, après une nuit froide, ils vont être un petit peu moins vigoureux, un petit peu moins remuants. Ça va être plus facile pour faire les photos. Mais ça reste quand même un défi. Une fois que vous vous êtes posé, bon, une fois qu'on sait que ça va être difficile, ce qui va faire en sorte que vous allez choisir tel matériel plutôt que tel autre matériel, il faut se poser une question. Quel type d'insecte vous voulez faire? Si vous vous lancez sur des insectes rapides, volants, farouches, il va falloir se garder une distance de travail plus grande. Dans un tel cas, on va y aller avec des objectifs macro qui offrent une longueur focale plus grande. Moi, quand je fais, mettons, des libellules, des papillons, des trucs du genre, je vais travailler avec, c'est un objectif, je suis du bon bord. Ah, de toute façon, on est à l'envers, hein, c'est... Avec le vidéo inversé du cellulaire, vous ne serez pas capable de lire pareil. Donc, c'est un objectif Tamron 180 mm. Je vais être capable d'avoir une distance, puis moi je le monte sur un capteur APS-C, alors ça me donne x 1.5. Donc ça va donner un rapport de magnification, ça fait du 1.1, mais ça va grossir, ça va me donner, au lieu d'avoir une longueur focale de 180 mm, monter sur un capteur APS-C, ça va faire x 1.5, on arrive à près de 300 mm, ça donne 285 mm. Parfait pour libellules, papillons, les insectes volants. Mais, étant donné qu'on est plus loin, pour les plus petits insectes, ça va être moins efficace. Ça va être plus difficile d'aller chercher tous les petits détails sur des tout petits insectes, là, style les araignées qui ne bougent pas beaucoup. Ça fait que ça, c'est vraiment, si on y va avec des sujets rapides, farouches, on allonge la longueur, on allonge la focale. 180 mm. Il y a des compagnies qui offrent aussi du macro 1.1 150 mm.
À 100 mm, on commence à être court, mais c'est probablement l'objectif le plus polyvalent, c'est le est répandu là, dans le macro, c'est vraiment le 180 mm macro, le 100 mm, 100 mm macro, mais bon, vous allez trouver peut-être ça un peu court. Si vous y allez, si vous choisissez de viser plutôt des sujets lents et peu timides, ou qui vont se fier sur leur camouflage, puis tant qu'ils ne se sentiront pas vraiment découverts, ils ne bougeront pas. Les araignées, entre autres, tous les sujets, bon là on parlait de photos macro d'insectes. Bon, les araignées, c'est pas des insectes, c'est des arachnidés, c'est toute la famille des acariens. Bon, c'est autre chose, mais pour les besoins de la cause, là, aujourd'hui, on va mettre tout ça ensemble, là, insectes, araignées, acariens, ça va être nos petits sujets de macro-photographie. Alors, si on y va avec des petits sujets qui ne bougent pas beaucoup, on peut se permettre d'y aller avec des objectifs macro avec une longueur focale plus courte. Ici, j'ai le Sony 90 mm. Il fait du 1.1. J'adore cet objectif-là. Il ouvre à f2.8 si je me rappelle bien. Attendez que je ne dise pas de niaiserie. Là, ça serait le fun que je le vois. Il n'est pas inscrit là, il n'est pas inscrit là, il n'est pas inscrit là. Et voilà, il est ici. f2.8. Conçu principalement pour les capteurs dits full frame, mais on peut l'utiliser aussi sur les capteurs APS-C. Sauf qu'au lieu d'avoir 90 mm, on va avoir 90 mm plus la moitié, ça va donner 135 mm pour faire de la macro sur un APS-C. Fait que ça, c'est un superbe objectif. C'est probablement un des meilleurs objectifs macro sur le marché encore aujourd'hui. 90 mm, ça permet d'être assez près de nos sujets quand on va aller chercher le 1.1 pour être capable d'avoir vraiment les détails qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut avoir le focus sur les yeux, on veut voir les détails de l'œil. Pour les sujets lents, ça peut être parfait. Sinon, moi, ce que j'utilise beaucoup pour les sujets lents et peu farouches, l'AOA, c'est un objectif chinois. Et là, ce qui est super, c'est que ça permet... Bon, ça, c'est un objectif qui ouvre aussi à f2.8. Alors que, hein, si je reviens à notre 180 mm, lui, il ouvre à f3.5. Ça, c'est le maximum. Son ouverture maximum, c'est ça. Lui, il ouvre aussi à f2.8. Mais là, ce qui est génial, ça, c'est tout manuel. Hein? Il n'y a rien d'automatique là-dessus. Vous ne serez pas capable de faire un focus automatique. Vous ne serez pas capable de gérer l'ouverture avec le boîtier. Tout se fait à la main. Mais de toute façon, en macro-photographie, on ne fait jamais le macro, le focus. Le focus avec le focus automatique. C'est tellement petit, la zone de focus est tellement courte que les focus automatiques ne sont pas efficaces. On fait tout à la main. Donc, ça ne nous dérange pas, dans un tel cas, d'avoir un objectif complètement manuel. Et lui, ce qui est bien, c'est que il ne fait pas seulement du 1.1. 1.1, hein, je rappelle ce que ça veut dire. C'est que 1 cm dans la vraie vie, ça va être 1 cm sur le capteur. Donc, la caméra rapetisse pas le sujet. Ce qui va être le cas avec, souvent, on a des objectifs qui disent, dessus, ça va être écrit macro. Ça, c'est un objectif Canon qui fait du 35-90 mm, puis c'est écrit macro dessus. Mais c'est pas un objectif macro, ça va faire de la proximité. Il nous dit qu'on est capable de travailler en macro à partir de 38 cm, mais ça va rapetisser le sujet sur le capteur. Là, lui, il n'est pas indiqué, mais peut-être que c'est du 1 pour 3. Là. Fait qu'il va rapetisser par 3 fois donc 1 cm dans la vraie vie, ça va finir par être à peu près 3 mm, on est bon dans les conversions, sur le capteur. Il faut faire attention. Quand on travaille en macro, on s'assure d'avoir des vrais objectifs macro. Et lui, il ne fait pas juste du 1.1, il fait du 2.1. Ça, c'est génial parce que
l'araignée qui fait 1 cm, sur le capteur, elle va en faire 2. Il va doubler la grosseur du sujet. Et là, ben, on vient de sortir, hein, tantôt l'objectif Canon qui ne faisait pas de la vraie macro, il faisait de la photo de proximité. Là, on rentre dans la super macro. Ça, c'est génial. Mais, super difficile. On s'entend que à 2.1, il faut être tellement proche, là, oublier les libellules, même tous les diptères, les insectes volants, là, oubliez ça, là, ça n'aimera pas ça, ils vont vous trouver bien trop proche pour rester là. Mais il fait du 1.1 aussi. Superbe objectif. Une fois qu'on s'est posé la question sur quels sont les sujets que je vais viser, là, le créatif en vous doit se poser une question par rapport au rendu que vous voulez obtenir. Voulez-vous des images dites documentaires? C'est-à-dire que vous voulez le plus de détails possible, vous voulez être capable de voir l'insecte le plus, comment dire, avec le plus de détails possible, avoir la plus grande zone de focus sur l'insecte pour qu'on soit capable de voir l'insecte de la tête au bout de la carapace, ce qui en macro est tout qu'une job parce que les objectifs macro offrent une zone de focus super courte, ça fait que vous allez devoir fermer l'objectif au maximum pour être capable d'avoir la plus longue zone de focus possible dans une approche dite documentaire. Mais ça va donner des images qui vont sentir l'artificiel. Si ce que vous voulez, c'est quelque chose de plus poétique, artistique, c'est ça, fait que là, ce que j'ai oublié de dire, c'est que si vous voulez travailler documentaire, plus longue zone de focus possible, avoir un rendu documentaire et artificiel, ça veut dire que vous allez travailler avec des flashs. C'est en lumière artificielle. En contrepartie, si vous voulez un rendu artistique, poétique, et c'est vraiment, la macro, c'est vraiment génial pour réussir ce type d'image-là, parce que le matin avec la rosée, puis on est capable de faire des trucs ultra vaporeux, ultra oniriques, hein, qui relèvent du rêve. Dans un tel cas, on travaille en lumière naturelle, pas de flash. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Je vais commencer par vous présenter. Admettons que vous avez décidé d'y aller avec une approche documentaire, avec une lumière artificielle. C'est plus facile. Alors là, vous allez travailler. Puis là, vous pouvez avoir des boîtiers APS-C. Moi, je travaille beaucoup avec le Sony A77 II, même en macro. Mais dans ce temps-là, je vais y aller avec la monture A, le 180 mm, pour les insectes volants. Là, ça, c'est super. Donc, vous pouvez travailler en lumière naturelle, là, pas naturelle, mais artificielle. Vous pouvez travailler avec de l'APS-C. Vous pouvez travailler, j'aime beaucoup la Sony A6000 parce que c'est beaucoup plus léger. C'est une caméra beaucoup plus légère que l'A77 II. Elle est plus facile à faufiler entre les foins. J'adore ce boîtier-là pour faire de la macro. Je l'utilise pratiquement que pour ça. C'est aussi un capteur APS-C. APS-C, hein, c'est plus petit que le full frame. Mais vous pouvez travailler aussi avec des boîtiers full frame, hein, qui est l'équivalent du 35 mm du temps. En lumière artificielle, ça ne change pas grand-chose parce que le capteur APS-C, bien sûr, qu'en étant plus petit, c'est un plus grand défi de gestion des basses lumières que le full frame qui permet de faire qui récolte davantage de lumière qu'un plus petit capteur. Mais là, on travaille avec des flashs. Donc, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, par contre, c'est que là, on pourrait travailler, là, vous pourriez vous dire, bon, moi, j'ai un petit boîtier comme ça, je vais travailler avec le petit flash intégré qui est dedans. Erreur. On ne travaille pas avec le petit flash intégré sur le boîtier. Ça va donner des résultats vraiment pas intéressants.
l'angle est pas bon, on est direct, ça va aplatir le sujet. L'objectif macro, mettons que vous mettez un 90 mm par-dessus ça, là, regardez le flash, comment il est installé. Vous allez faire de l'ombre sur votre sujet. Là. Votre sujet qui serait ici, mettons, là, le petit flash ici, là, ça ne fonctionnera pas. Vous ne serez pas capable de bien l'éclairer. Alors, d'emblée, on renvoie ça dans la caméra. On ne peut pas travailler avec ça. Donc, ça prend un boîtier qui offre une griffe ici pour être capable d'installer un flash externe. Puis là, ben, on peut y aller avec, bon, ça c'est un flash Canon, Neewer, c'est super cheap sur Amazon pour ne pas le nommer. On peut travailler avec ça, on peut travailler avec, ici j'ai un plus petit flash, attendez une seconde, je me déplace, désolé. Ça peut être super intéressant aussi. Ça aussi, c'est pas très cher, un flash Godox. Ça peut faire aussi. Là, on l'installe, bon, évidemment, comme ça. Et là, est-ce qu'on est paré? Est-ce qu'on est correct comme ça? Non. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser juste comme ça. Il faut que la lumière soit diffusée. Sinon, ça va donner des lumières dures. Ça ne sera pas intéressant. Au minimum, j'espère que je vais réussir à sortir de là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Au minimum, on peut travailler avec presque tous les flashs ont ça. Une espèce de diffuseur qui est une espèce de diffuseur par-dessus qu'on vient placer par-dessus d'où sort l'éclair finalement avec un espèce de réflecteur qui va vraiment pousser la lumière vers le sujet. Pas pire, mais pas extraordinaire. On peut travailler. Les flashs se vendent, ils ont toujours une espèce de capot en plastique comme ça, qui est un diffuseur à lui aussi. Hein, ils ont tous ça, là, même les plus cheap des plus cheap, ils ont tous l'espèce de palette avec le réflecteur. Mais moi, je ne travaille jamais avec ça. Au pire, on pourrait travailler avec ça. Un peu mieux. Ça diffuse plus efficacement. Si vous ne voulez pas dépenser, vous pouvez même installer une feuille de papier que vous allez, en bon québécois, vous allez taper sur le dessus de votre flash. Ça va faire un diffuseur qui, à la limite, est presque mieux que ça. Mais, bon, s'il pleut un peu, puis tout, bon, tu sais, ça reste assez bancal comme système. Fait que moi, je ne travaille pas vraiment avec ça. L'idéal, c'est vraiment des diffuseurs comme ça. Hein, lui, c'est le Garifong. Ça donne vraiment un rendu artificiel qui est le plus naturel possible. Moi, j'aime beaucoup ce diffuseur-là. Il s'installe sur le devant du flash simplement avec un velcro. Puis là, on installe ça, évidemment, bon, sur notre boîtier. Puis là, on est capable d'avoir quand même un bon éclairage sur notre sujet. On pourrait travailler aussi... il me reste une chose à dire, c'est vrai. Sauf que là, on a encore une lumière directe, hein, qui est notre sujet. Notre sujet étant ici, la lumière va arriver d'en arrière de lui. Ça fait que ça va l'aplatir. Ça, c'est le désavantage. Évidemment, on peut, la plupart des flashs, on est capable d'orienter le sens d'où vient l'éclair. Fait que là, on pourrait même la faire rebondir sur mettons, il y a des feuilles ici. On pourrait faire rebondir la lumière sur notre sujet comme ça. À partir de là, c'est de l'essai-erreur. C'est l'expérience qui va décider, qui va faire en sorte que vous allez plus ou moins bien gérer votre lumière. Puis là, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça, je ne peux pas vous expliquer. Ça va être vraiment
avec les sujets, avec les situations, avec votre expérience, vous allez finir par trouver vos trucs, puis trouver l'effet que vous voulez et que vous aimez. Sinon, ça, je l'utilise davantage avec les amphibiens. Mais c'est génial parce que c'est un comment je pourrais dire, donc c'est un contrôleur de flash à distance. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient installer ce machin sur la griffe du flash. Et puis, on installe, ça c'est le récepteur, hein, ça c'est l'émetteur, ça c'est le récepteur. On l'installe sur le flash. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on est capable de faire des photos en ayant vraiment une lumière déportée. Pour les amphibiens, c'est génial. Ça va faire vraiment, tu sais, le soir, quand il n'y a plus beaucoup de lumière, puis qu'on veut vraiment donner des effets dramatiques à nos images en ayant une lumière de côté, les ombres qui ne soient pas tout directement sur le sujet, ce qui va l'écraser. Là, comme ça, on va être capable de travailler, puis mettons, des fois, il y a des éléments du décor qui est dans notre chemin, fait que des éléments qui sont dans notre chemin, c'est que là, on peut les contourner, puis être capable comment dire, donc de diriger davantage notre éclair sur le sujet. Avec un boîtier gros comme ça, ou gros comme ça, ça veut dire que là, on travaille d'une main, là. Fait que là, ça commence à être lourd, là. Fait que dans ce temps-là, moi, j'apprécie vraiment d'y aller avec un tout petit boîtier, puis un plus petit flash. Hein, on pourrait mettre ce flash-là pour être utilisé ici. Fait que là, c'est plus léger. On peut aussi, évidemment, hein, en dessous, il y a un trou de vis. On pourrait l'installer sur un trépied. Mais là, hein, on s'entend que là, on se déplace, il y a un sujet, on est prêt à faire notre photo, il faut installer notre trépied, il faut s'installer avec la caméra, il y a beaucoup de chances que l'insecte va s'être déplacé. Ça relève davantage du défi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où on déporte notre lumière, on devient plus créatif, puis on fait des images plus intéressantes. Mais ça devient plus difficile. Et à la base, ce qui est intéressant avec l'effet documentaire puis la lumière artificielle, c'est que c'est plus facile. Mais là, si on commence à faire tout ce que je viens d'énumérer, ben là, on se rapproche, on vient de d'hausser le cran de difficulté. Les ajustements en lumière artificielle. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de travailler avec les ISO le plus bas possible. Là, mettez ça, les ISO à 100, autour de 100, là, parce que là, votre lumière, vous avez un gros éclair de lumière, fait que vous allez avoir beaucoup de lumière. Ça vous permet de baisser les ISO. Plus les ISO sont bas et plus la photo va avoir un beau piqué, plus vous n'aurez pas de... Tu sais, si vous montez les ISO, plus on monte les ISO, plus on va avoir une montée en bruit. C'est-à-dire que là, il va y avoir comme comment dire, un genre de pixelisation de la photo. Fait que là, on va voir, fait que là, les lignes sont moins nettes, les détails sont moins beaux. Plus vous baissez les ISO, vous avez pas, à 100, vous n'aurez pas de montée en bruit. Et là, les lignes vont être précises, les détails vont être fins. Et en photo macro, c'est ce qu'on veut parce que les sujets sont tellement petits qu'on veut être capable d'avoir le plus de détails précis possible sur l'image qui les concerne. L'ouverture en lumière artificielle, l'ouverture du diaphragme. Là, on peut se permettre de fermer. Hein? Plus on est ouvert, plus le trou est gros. Plus le trou est gros, plus il y a de la lumière qui rentre, mais moins la zone de focus va être longue. Plus on ferme, moins il y a de lumière, plus le trou est petit. Ah, c'est l'inverse. Hein? Plus le chiffre est gros, plus l'ouverture est petite. Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. C'est comme ça. Fait que là, plus on ferme le diaphragme, et plus la zone de focus va être longue. Plus la zone de focus est longue,
plus notre sujet va nous offrir des détails. En lumière artificielle, on peut se permettre de fermer pour avoir plus de détails. On veut un effet documentaire. On va voir, ça va faire apparaître davantage l'arrière-plan. Donc, si on a des trucs en arrière qui donnent un effet chaotique, ben là, ça va venir nuire à notre image. Mais en macro, il reste que la zone de focus sera jamais si longue que ça. Ça fait que ça se gère mieux que, mettons, la photo d'oiseau où on ferme, puis là, tu vois tout apparaître les branches en arrière, puis que là, à un moment donné, tu perds ton sujet dans le décor. En macro, c'est moins grave. On ressent moins cet effet-là, mais ça fait entrer moins de lumière. Plus de détails, moins de lumière, mais avec un flash, on est capable de gérer ça. Sinon, vitesse d'obturation, ben c'est sûr qu'à partir du moment que la vitesse de la lumière frappe le sujet, c'est ce qui va faire apparaître les détails, mais étant donné qu'il y a aussi de la lumière naturelle, il faut jouer, il faut tenir compte des deux. Fait que là, mais c'est sûr que là, on peut monter les vitesses. On peut être à 1 250e de seconde, 1 320e de seconde, pour vraiment figer notre sujet et aller chercher, et éviter les flous de bouger. Parce que là, n'oubliez pas, là, hein, on a une caméra dans les mains, puis là, le sujet il est petit, on veut le focus sur l'œil, on fait rien qu'un micro-mouvement, puis les facettes de l'œil, tous les détails de l'œil vont rentrer dans un flou de bouger. Avec le flash, on se facilite drôlement la tâche. Alors, on récapitule. Si vous voulez un effet documentaire, c'est en lumière artificielle. Lumière artificielle, on parle de flash avec une lumière qu'on veut diffuser. Et ça nous permet de fermer le diaphragme, de baisser les ISO, puis d'augmenter la vitesse d'obturation. Ça, c'est lumière artificielle. Mais moi, si vous voulez vendre des photos à des magazines, puis tout ça, puis qu'ils veulent vraiment les détails du sujet, de l'insecte, c'est parfait. Moi, j'aime plus ou moins ça, même si je vends des photos à des magazines, j'aime davantage la lumière naturelle. Et là, ça devient difficile. Parce que là, on n'a pas de flash, évidemment. Hein, ça, c'est la lumière artificielle. Là, on travaille seulement avec la lumière du jour. Par journée ensoleillée, c'est mieux d'y aller le matin, fin de journée. Parce que là, les insectes, hein, on a tous ça en tête. C'est une carapace luisante. C'est que si vous allez faire des photos à midi, là, la lumière va refléter sur la carapace, ça va donner une lumière dure, il va y avoir des gros contrastes, il va y avoir des reflets, ça sera pas beau. Fait que le matin, on s'aide, fin de journée, on s'aide. Sinon, si on veut, parce que dans la vie de tous les jours, hein, on n'est pas toujours capable de travailler, de sortir faire de la photo à 5 heures le matin. Des fois, la fin de semaine, la vie de famille oblige, puis tout ça. Bon, fait que, on peut être obligé d'y aller à midi par temps ensoleillé. Dans ce temps-là, moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec un diffuseur comme ça. Fait que là, c'est ça qui est le fun avec la macro, c'est que on est tellement proche de nos sujets, c'est tellement un micro-environnement, une micro-scène où on fait de la macro, qu'on est capable de gérer totalement la lumière qui éclaire notre scène. Soit avec des flashs pour l'effet artificiel, ou sinon, si on veut y aller vraiment en lumière naturelle, ben là, on est capable de placer un diffuseur comme ça sur notre insecte, puis là, on diffuse. Ça filtre la lumière du soleil, puis ça va permettre d'avoir une lumière beaucoup plus douce. Évidemment, quand on place ça au-dessus d'un insecte, si vos sujets, c'est des insectes rapides et volants, là, oubliez ça. Là. Ils accepteront jamais ça. Puis de toute façon, ils vont être loin. Vous ne pouvez pas aller placer ça au-dessus d'une libellule puis revenir à vous installer. Bon, fait que ça, c'est vraiment pour les sujets les plus lents, les plus coopératifs, les plus dociles. Ça marche super bien avec les amphibiens, mais ça marche aussi avec les insectes.
Moi, j'aime beaucoup ça. Je travaille, quand il fait soleil, j'ai toujours ça. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais l'accrocher simplement. Après, j'ai comme un, comment dire, donc un harnais qui me permet d'accrocher mes caméras. J'accroche mon diffuseur ici. À la limite, on pourrait même installer ça. On pourrait même l'installer ici. Ben là j'ai le pare-soleil, mais des fois, je suis capable aussi de l'accrocher sur mon objectif. Puis là, on place ça. On place l'ombre sur notre sujet. Puis là, il faut vraiment que toute la scène soit dans l'ombre, parce qu'on ne peut pas faire une partie de notre sujet à l'ombre, puis autour, le gros soleil qui frappe, ça va faire un contraste ultra désagréable. Fait que moi, j'allais toujours, quand il fait soleil, toujours. Sinon, ben, ce que je vais faire, c'est que je sors quand le temps est nuageux. Fait que ça, c'est sûr que le soleil, la lumière du soleil va être diffusée à travers les nuages, puis là, ça donne une lumière qui est beaucoup plus agréable. Les ajustements en lumière naturelle. Hein? Lumière artificielle, on se rappelle qu'on peut fermer le diaphragme, on peut augmenter les vitesses, puis baisser les ISO. C'est le triangle d'exposition. C'est les trois éléments qui permettent d'exposer correctement une image. En lumière naturelle, ça devient... Le triangle relève du défi. Ça devient ultra difficile. On va être obligé, étant donné que si on sort par temps nuageux ou ben non avec le diffuseur, on vient de réduire l'impact de la lumière sur notre scène. Il faut exposer correctement. On ne peut pas sous-exposer les images. L'idéal, c'est vraiment de... Hein, tout le monde connaît le diaphragme, pas le diaphragme, mais l'histogramme. Hein? L'histogramme à droite, mettez-vous, si vous regardez l'écran de votre caméra, à droite du diaphragme, de l'histogramme, c'est la lumière, la surexposition. On ne va jamais toucher au bout de l'histogramme à droite parce que là, les images vont être brûlées. À gauche de l'histogramme, c'est les lumières foncées et à la limite, c'est de la sous-exposition. Les ombres vont être bouchées, il n'y aura pas de détails. On ne veut jamais toucher ni du bord de la surexposition, ni du bord de la sous-exposition. Mais l'idée, bon, on pourrait mettre ça dans le milieu, puis on dit, bon, ben ça c'est parfait, c'est une exposition équilibrée. Mais moi, je me permets de travailler un petit peu du côté des lumières claires, il y a plus de détails. Et pour avoir ça, en lumière naturelle, ben, il y a trois choix. Soit tu ouvres ton diaphragme. Hein? Quand on ouvre le trou, il y a plus de lumière qui rentre jusqu'au capteur. Soit on réduit la vitesse. Plus l'obturation est lente, plus ça laisse le temps à la lumière de rentrer. Ou alors on monte les ISO. Puis plus on monte les ISO, ben là, évidemment, ça va éclaircir l'image. Mais en éclaircissant l'image, on affecte la qualité de celle-ci. Alors, il y a des trucs. Moi, c'est sûr qu'en lumière naturelle, étant donné que je recherche l'effet vaporeux, l'effet mystérieux, j'ouvre le diaphragme au maximum. C'est pour ça qu'on veut des objectifs qui ouvrent beaucoup. Puis en macro, c'est ce qui est bien, c'est que les objectifs ouvrent à peu près tous, f2.8. Alors, en lumière naturelle, je vais privilégier les objectifs qui ouvrent à f2.8. Hein, le Laowa dont je vous parlais tantôt, 60 mm, donc on est proche du sujet, ça permet de voir beaucoup de détails. Ou le Sony 90 mm, ça fonctionne super bien aussi, parce qu'il ouvre à f2.8. Mais ça va vous offrir une zone de focus tellement minuscule que ça devient ultra difficile de placer le focus sur les yeux. Puis là, si l'insecte bouge le moindrement, il se tourne, puis là, ultra difficile. Mais je travaille quand même à peu près en pleine ouverture, des fois F4. Les ISO, j'essaie de pas les... En macro, là, les ISO, j'essaie de pas monter ça trop parce que c'est pas long que ça devient... que ça brise l'image. Au-dessus d'ISO 400...
j'essaye de ne pas aller là. Ça fait que mais je suis assez limité. Hein? Je travaille pleine ouverture. Les ISO, je suis assez limité. Alors là, il reste de diminuer la vitesse d'obturation. J'essaie de travailler à 1/125e de seconde. 1/160e de seconde. Ça, c'est mes vitesses là, que j'aime beaucoup. Mais là, à main levée, on multiplie les risques d'avoir un flou de bouger. Puis des fois, là, quand la lumière est vraiment faible, fin de journée, là, quand le soleil se couche, puis ça fait une lumière enveloppante dans les herbes, on peut descendre à 1/60e de seconde. Là, à main levée, ça devient à toute fin pratique impossible. Alors là, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On travaille au trépied. Au trépied, évidemment, on vient d'éliminer la main qui tremble. Fait que là, tout est stable. Puis moi, je travaille en plus avec sur mon trépied, j'ai aussi un rail macro. Hein, moi, j'ai un petit trépied. Hein, on ne veut pas avoir un trépied qu'on utilise pour faire de la photo de paysage. Donc, vraiment un trépied. Là, ça, c'est le plus haut qui peut aller. Là. Comme ça. Ça reste un trépied tout petit qui me permet de toujours être proche de mes sujets, mais qui me permet d'éviter les flous de bouger. Avec le rail macro, ce qui est génial, c'est que là, regardez bien ça. Il y a des boutons après ça. Je vais m'approcher pour que vous voyez bien. Puis là, on tourne ça. Puis là, maintenant qu'on est installé, la caméra est fixée ici. Puis là, j'y touche même plus. Là, je m'approche. C'est comme ça que je vais placer mon focus. Là, il y a un autre bouton où est-ce qu'il est ici. Mettons que l'insecte se tasse. Parce que là, une fois que le trépied est installé, là, on ne va pas commencer à se promener dans le bosquet, puis le déplacer, puis le redéplacer, puis le redéplacer. C'est déjà tout un défi d'approcher un trépied de notre sujet. Une fois qu'il est installé, on déplace la caméra avec le rail macro. Puis là, la lumière, la vitesse d'obturation peut être tellement faible, tellement lente, que le simple fait d'appuyer sur l'obturateur, hein, quand on vient ici, bon, la caméra, là, je viens appuyer sur l'obturateur, ben, ça peut faire un flou de bouger, juste ça. Tellement c'est lent, puis tellement que le sujet est petit. Alors là, ce que je fais dans ce temps-là, je travaille avec une télécommande. Ça se branche dans la caméra, puis quand j'arrive pour déclencher, je regarde sur mon écran, je touche même pas au trépied. Puis là, j'appuie sur le bouton, puis c'est là que la photo se fait. Le déclencheur, il est ici. Fait que là, on évite complètement le flou de bouger. Mais là, hein, on s'entend là, que ça devient ultra difficile. Puis là, des fois, ce qu'on peut faire aussi, là, mettons que le soleil sort, moi, je vais venir attacher. Hein, je vais attacher mon diffuseur comme ça. Là, on ne voit pas bien. Attendez une seconde, je vais le baisser. Je vais être capable de gérer mon ombre avec le diffuseur comme ça. Mais là, imaginez-vous, vous promenez dans le champ avec tout ça sur le dos. Vous approchez d'un sujet. Espérez qu'il ne bouge pas, qu'il va vous laisser vous installer, réussir à faire votre photo. Alors pour commencer, je vous disais, en macro, je vous conseille comme sujet les fleurs, ça ne se sauve pas, ça ne bouge pas, mais il y a du vent. Il n'y a jamais rien de parfait. Fait que le vent, ben, on essaie d'y aller quand il ne vente pas trop, parce que là, sinon, là, ça devient une affaire pour s'arracher les cheveux de sa tête. Là. Fait que moi, je vous conseille en macro de commencer avec les fleurs. Commencez avec la lumière artificielle. Puis là, vous allez voir avec les fleurs, la lumière artificielle, c'est pas beau.
rapidement, vous allez vous dire « J'aimerais quelque chose de plus doux, de plus vaporeux, de plus poétique, de plus artistique. » Fait que là, reconfigurez votre système en lumière naturelle pour les fleurs. Les fleurs, ils ne bougeront pas, ils ne se sauveront pas. C'est que là, vous allez pouvoir installer vos trépieds puis tout ça. Puis là, quand vous allez être à l'aise avec tout ça, ben là, lancez-vous sur les insectes. Parce que eux, c'est un sujet très difficile. Évidemment, là, vous regardez tout ça. Bon, hein, en lumière naturelle aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que d'utiliser un full frame, un boîtier full frame, ça peut être un atout parce que ça va mieux gérer les basses lumières qu'un APS-C. Mais là, on s'entend qu'un full frame, c'est beaucoup plus cher qu'un boîtier APS-C. Puis toutes les affaires que je vous ai montrées, tu sais, hein, on se rend rapidement compte que la macro, tu sais, c'est... On contrôle notre lumière. L'équipement, c'est moins cher que si vous décidez de vous lancer dans la photo d'oiseaux. Les téléobjectifs, c'est pas long que ça va vous coûter une fortune. Là, puis les trépieds, puis tout, ça coûte super cher. La macro, ça reste quelque chose de quand même pas trop dispendieux, mais bon. Hein, un objectif 60 mm, un objectif 90 mm, un 180 mm pour les libellules, avoir un trépied, avoir un rail macro, bon, on se comprend, ça peut monter assez vite aussi. Mais vous n'êtes pas obligé de tout vous équiper comme ça. Ce que vous pouvez faire au départ, hein, ce qui coûte surtout cher, c'est bon, parce que là, j'imagine que vous allez avoir le boîtier, là. Mais ce qui coûte cher en macro, c'est d'acheter l'objectif, qui est à peu près dédié à la macro. Hein. Un objectif comme ça, là, le 60 mm 2.1, vous n'allez pas faire grand-chose d'autre dans la vie avec ça. C'est une dépense qui va être strictement consacrée à la macro. Bon, le 90 mm, c'est moins pire parce que vous pouvez faire du portrait avec ça. C'est un objectif qui est un peu plus polyvalent. Le 180 mm à la limite aussi, bon, vous allez faire de l'amphibien, vous allez faire, bon. Mais, il en demeure pas moins que c'est des objectifs relativement spécialisés. Si vous ne voulez pas vous acheter ça, ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous procurer des bagues d'allonge. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas de verre. C'est juste un truc. Là, vous allez installer... Bon, ça prend au-dessus de 50 mm, c'est l'idéal pour la longueur focale. Fait que vous installez l'objectif que vous avez déjà, comme ça, sur les bagues d'allonge. Puis là, vous installez ça sur votre caméra. Puis là, ça va vous permettre de réduire la distance de focus. Fait que vous allez pouvoir vous approcher des sujets et vous allez faire ça va devenir un genre d'objectif macro à faible coût. Parce que les bagues d'allonge, vous pouvez trouver ça sur Amazon, encore une fois, pour ne pas le nommer, mais vous pouvez aller dans une boutique de photos aussi. Là, mais dans une boutique de photos, si vous achetez des bagues Kenko, moi ça ici c'est des Kenko pour Canon, ben, c'est quand même 200-300$. Si vous achetez ça sur Amazon, ben, vous allez être capable d'avoir des bagues d'allonge pour 40-50$ à peu près. Fait que, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Là, puis ça fait des bons résultats. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas de... Voilà, je ne montre pas la bonne chose. Là, je montre l'objectif, mais là, je reviens au bac d'allonge. Étant donné qu'il n'y a pas de verre à l'intérieur, ça altère pas vraiment la qualité de l'image. Un peu. Tu sais, les grands... ceux qui parlent beaucoup de macro photo, ils nous disent que ça altère à peu près pas. Là. Moi, je trouve que ça a quand même un petit effet. La qualité est moindre quand même que si vous avez un vrai objectif macro. C'est sûr qu'il va y avoir un petit effet. Mais pas tant. Pour commencer, ça peut vraiment être une option super intéressante. Sinon, vous pouvez jouer aussi avec les bonnettes, qui est finalement une loupe que vous venez fixer sur le devant d'un objectif. Mais là, il y a du verre avec ça. Puis qui dit verre, on dit que là, on fait passer l'image à travers une autre couche de verre. Fait que moi, je trouve que la qualité
s'en ressent. Mais ça grossit au bout les sujets. Fait que si pour vous, la qualité, c'est pas tant important. Vous voulez pas vendre ça à des magazines puis tout ça, c'est pour impressionner votre famille, vos amis. C'est super. Moi, ça, c'est la Raynox 250, si je me rappelle bien. Attendez que pour pas que je vous dise n'importe quoi. La Raynox M250. C'est un petit peu plus dispendieux que les bacs d'allonge, mais ça reste quand même une option à faible coût intéressante. Alors voilà, on a fait le tour de l'équipement dont je me sers. Maintenant, je vous amène avec moi sur le terrain, puis on va essayer ça. Vous allez voir la différence entre lumière artificielle, lumière naturelle. À tout de suite. Alors on est de retour à l'extérieur et on va faire on va mettre en application. On va utiliser les équipements finalement que je vous ai présentés tantôt à l'intérieur. Puis pour la lumière artificielle, je vais utiliser, c'est un Sony A7 II avec un flash Sony. C'est lequel dont je me rappelle jamais du numéro de ça, c'est le 43M. Fait que là, un flash Sony avec un diffuseur Gary Fong. L'objectif qu'on va utiliser en lumière artificielle, ça va être le Sony 90 mm. Ça, c'est pour l'artificiel. En lumière naturelle, on va utiliser... On recule un peu pour qu'on voit bien. C'est un trépied Ready Right Stuff. On va utiliser la caméra Sony A6000. On va utiliser l'objectif Laowa 60 mm 2.1. Puis, on va utiliser un diffuseur. Et là, on a des passages nuageux, ça fait que peut-être que le diffuseur sera un petit peu moins nécessaire que si on était en plein soleil. Essayons ça. Alors là, on a un bon sujet. Je sais pas si on le voit. Attendez une seconde. Il est ici. Bon, là, je suis sur trépied. Et là, d'emblée, on voit que la lumière est pas belle. Là, on va utiliser le diffuseur. Voilà. Lumière beaucoup plus douce. Puis là, on va fermer un peu. Bon, là, vous voyez, il se déplace déjà. Ultra difficile. Avec le trépied, ça prend une fraction de seconde, puis notre sujet s'est déplacé. Il était vraiment dans une belle position. Il était sur le dessus d'une plante. Fait que ça permet d'avoir une belle image. Je vais essayer de le prendre de côté, mais c'est sûr qu'à partir du moment qu'il voit une ombre se déplacer, lui, il n'aime pas bien ça, là. Avec le trépied, c'est ultra difficile. Bon, là, il est rendu là. Mais là, il est rendu au soleil. Bon, je l'ai placé avec une belle lumière, mais il s'est sauvé. Puis là, ça devient vraiment compliqué parce que là, il est en dessous de la feuille. En dessous de la feuille, bon, évidemment, il n'y a rien à faire avec ça. Là, on a un autre sujet. Oups, il s'est déplacé. Voyons, j'ai accroché le trait. Là, lui, oh, là, il y a du vent. Quand je dis que c'est compliqué, c'est difficile. Là, on le voit bien. Bon, là, il y a un foin. Il est allé se mettre en arrière. Lumière naturelle, c'est très, 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 très difficile. Bon, là, il redescend. C'est qu'il est rendu. Là, il est toujours en arrière du brin d'herbe. Bon, je nous ai trouvé un sujet beaucoup plus facile. Attendez, on va placer notre trépied d'une bonne façon. Beaucoup plus facile. Là, c'est une punaise. Les punaises, ils bougent vraiment pas beaucoup. Et on va commencer. Bon, on la voit être ici. Là, je suis à
1/2 centième de seconde. J'étais à F3 à peu près, je suis capable de jouer. Là, fait que, bon, là, on voit ce sujet-là. Puis j'ai les ISO. Les ISO, je suis attendez une seconde, on va installer les ISO. On est à ISO 400. Bon, on voit ce sujet-là, contrairement à l'autre de tantôt, là, lui, il ne bouge pas du tout. Fait qu'on va être capable de prendre une photo. Là, j'avance avec le rail. On ne redéplace pas le trépied. Bon, là, en avançant, ben, c'est sûr que l'ouverture était moins. Bon, là, on a-tu une lumière? Non, c'est correct. On va pouvoir prendre une photo. Bon, puis là, c'est sûr que la composition, c'est pas toujours évident. Hein? Le sujet il est installé là. On voit que dans le bas à droite, là, il y a comme un brin d'herbe. Il y a une ligne que j'aime pas beaucoup. On pourrait essayer de se déplacer pour avoir davantage la punaise de face. Ah, comme ça, j'aime mieux ça. On va refaire le focus. Comme ça. Oups. Ah, si on avait un sujet de moindrement farouche, là, on oublie ça là, de se placer de même. Là, j'aime mieux ça. Elle semble nous regarder, la composition est le fun. Je peux faire ma photo. Bon, là, on va changer complètement de stratégie. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Voyons. En lumière artificielle. Donc là, on est à main levée au flash. Toujours avec le même sujet. On va essayer une photo. Donc c'est beaucoup plus facile en lumière artificielle. Mais moi j'aime beaucoup moins ça. On le sent là, que c'est pas une vraie lumière. Puis là je suis quand même. Tu sais, c'est pas la lumière du jour. Puis là j'utilise un bon diffuseur. C'est complètement différent d'avec la photo en lumière naturelle. On peut toujours, il y a toujours quelque chose à photographier en macro avec les insectes. Bon, là je vais essayer celle-là de m'approcher avec le rail. On ne déplace plus le trépied. Elle n'a pas bougé. Là on a du vent par contre. Là il ne faut pas toucher à rien, mais là même si on touche à rien, le vent se charge de faire branler mes affaires. Ils sont quand même sympathiques ces petites bestioles. Là le focus est à la bonne place sur la tête. Oh, là il se déplace, le focus. La zone de focus est tellement mince qu'on est encore correct. Là j'étais à f5.6, 1/60 de seconde, ISO 160. J'aime beaucoup quand les sujets sont comme ça. Oh! Ça s'est envolé.